Ce soir, focus sur les chants des femmes de Niakhène. Couleur du Sénégal visite l'histoire de Sombe, le village qui rappelle la bataille pour l'expansion de l'islam dans le Sine entre peuple sérère et l'Almami Mamad Yarouba. Ce lieu de fait d'armes est là où repose la célèbre, la diva, la cantatrice Yandé Kodou Sen. Et puis Bassoul, l'un des plus célèbres villages du Saloum, où le fief de celui qui a le plus longtemps régné sur l'arène sénégalaise, le célébrissime Yahya Diop Yekini. Les peuples sérères à la une ce soir, dans la rubrique Au cœur de nos cultures, le génie protecteur de Diofior. Attention profane, ne pas trop s'approcher. Bonsoir et bienvenue à tous. Le chef de l'État est arrivé en Chine ce matin où il va prendre part au sommet du G20 prévu ce week-end. Le chef de l'État, le président Macky Sall, entend consolider la coopération déjà dynamique avec la Chine. Première étape, Guangzhou, située dans la province de Guangdong. Sur place, le chef de l'État s'est entretenu avec le gouverneur qui a magnifié les relations entre le Sénégal et la République populaire de Chine. Oumar Nying. Après une participation fructueuse à la TICAD 6, le président de la République quitte Nairobi satisfait. Son arrivée en Chine est un jalon de plus dans sa quête d'un Sénégal meilleur, dans une Afrique prospère. À Guangzhou, il est accueilli par les autorités locales, auxquelles se sont joints des compatriotes. Écharpe en bandoulière, ils ont tenu à souhaiter la bienvenue au président Macky Sall. Dans cette ville, il y a le symbole que voici, la tour de Canton. Le président Macky Sall y a fait un passage pour admirer l'impressionnant monument qui surplombe la ville. La visite guidée conduit la délégation présidentielle jusqu'au sommet qui donne une vue panoramique de la cité. « 600 mètres de hauteur pour plus de 200 milliards de francs CFA, la tour, entièrement en acier, ne désemplit jamais. Ce lundi, elle reçoit un visiteur de haut rang. En Chine, le chef de l'État vient donc représenter l'Afrique des 20 pays les plus puissants de la planète. En attendant l'événement prévu le week-end prochain, le président Macky Sall a l'occasion de consolider la coopération déjà dynamique entre le Sénégal et la République populaire. C'est le sens de cette rencontre qu'il a eue avec le gouverneur de la province de Guangdong. L'entretien élargi aux délégations respectives est l'occasion pour Hu Chunhua de dire son plaisir d'accueillir le président d'un pays avec lequel la Chine entretient d'excellentes relations. La Chine et le Sénégal maintiennent des bonnes relations depuis toujours. En 2014, lors de votre entretien avec notre président, M. Xi Jinping, vous avez parvenu à un consensus pour développer la relation bilatérale. L'année dernière, lors du sommet de Johannesburg de la Forum de la coopération sino-africaine, vous deux ont parvenu à des consensus sur le futur développement des relations bilatérales. La province du Canton, en tant qu'un gouvernement local de la Chine, vont encore maintenir la bonne relation avec le Sénégal, suivant les consensus parvenus pour les deux chefs d'État. Selon les statistiques, en 2015, le volume global d'import-export entre la province du Canton et le Sénégal a atteint 655 millions de dollars américains avec une croissance de plus de 90%. Et pour les 6 premiers mois de cette année, nous avons aussi maintenu une bonne vitesse de croissance. On peut dire que les échanges commerciaux entre la province du Canton et le Sénégal représentent à peu près un tiers du total des deux pays. Le président de la République est dans le même sillage. Sa démarche entre dans le cadre de la consolidation de cette relation de haute facture. Je voudrais aussi magnifier les relations excellentes entre la Chine et le Sénégal, tant au plan politique qu'au plan économique
et saluer surtout le dynamisme de votre province, la province du Gondou, centre industriel et commercial de renommée mondiale, connu partout, mais aussi saluer la beauté de la ville de Gondou. Je voudrais aussi évoquer les échanges économiques et aussi le transfert de technologies et d'entreprises qui sont de la province de Guangdong et qui voudraient bien venir dans le parc industriel que nous venons de finir pour la première partie au Sénégal, et vous exprimer vraiment la volonté du Sénégal par ma voix de développer ces relations et ces échanges entre entreprises et État du Sénégal. J'ai décidé d'ouvrir le consulat général du Sénégal dans votre ville, à Gondou. Et nous avons obtenu tous les agréments de la partie chinoise. Donc je pense que nous sommes partis pour une relation assez forte, assez durable. L'étape de Guangzhou annonce la couleur. Avec un G20 couplé à une bilatérale déjà excellente, il y aura forcément un résultat prometteur. Avant de quitter Nairobi, le président Macky Sall a rencontré son homologue kényan, Uhuru Kenyatta. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête qui leur a permis de passer en revue la coopération bilatérale dans une ambiance conviviale au Marnying. Le président Uhuru Kenyatta est heureux d'accueillir son homologue sénégalais. Ambiance chaleureuse au palais présidentiel où les deux chefs d'État se sont retrouvés en tête-à-tête. L'entretien leur a permis de discuter de la coopération bilatérale déjà en bon état. Une commission mixte va d'ailleurs se tenir en octobre prochain pour passer en revue les sujets d'intérêt commun. D'ores et déjà, le Kenya va ouvrir son ambassade à Dakar d'ici la fin de l'année. Les rapports entre les deux hommes devraient tout faciliter. Le président Kenyatta a invité son homologue à effectuer une visite d'État à Nairobi. En attendant, lui-même sera au sommet de Dakar sur la paix et la sécurité au mois de décembre sur invitation du président Macky Sall. Toujours au Kenya, la visite du projet du chemin de fer à grand écartement Nairobi-Mombasa a été la dernière activité du président Macky Sall dans la capitale kenyane, Nairobi. L'infrastructure est un des projets phares du NEPAD. Ce sera le premier tronçon ferroviaire de cette dimension en Afrique de l'Est au Marnying. Le site est à quelques kilomètres du centre-ville. L'infrastructure qui prend forme est l'œuvre de China Road and Bridge Corporation, la même entreprise chinoise qui construit l'autoroute Ila-Touba. Rien que pour cette raison, il fallait donc faire le déplacement. Sur place, le président Macky Sall a vu un chantier important qui se déploie à un rythme satisfaisant. Après l'achèvement, il va continuer pour servir les pays voisins comme le Rwanda, Ouganda, Burundi. Un peu de photos pour vous montrer un peu l'avancement des travaux. Comme vous connaissez, normalement, être achevé à la fin de cette année. Et l'année prochaine, depuis février, on va commencer le test. Et en juin, on va commencer l'essai d'exploitation. Mombasa-Nairobi sera le premier tronçon ferroviaire de l'Afrique de l'Est avec 480 km. L'impact économique direct sur les échanges dans la sous-région est évident. Il devrait en outre générer près de 38 000 emplois. Une infrastructure du genre, l'Afrique en a besoin. Le président du NEPAD apprécie. Je suis très heureux de visiter cet important projet du corridor nord-sud qui fait partie des projets phares du NEPAD, mais que le Kenya a pu réaliser avec l'appui de la Chine. Donc cela correspond à la vision du futur que nous voulons pour l'Afrique. Et il faut se réjouir de la rapidité avec laquelle ce projet est conduit par la CRBC, qui est d'ailleurs la même compagnie qui opère l'autoroute Ila-Touba au Sénégal.
Et c'est un projet qui va se poursuivre vers d'autres pays de l'Afrique de l'Est, notamment l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et même la Tanzanie, et qui va être un peu le fleuron du nouveau chemin de fer africain. Je pense qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons un peu de retard sur le sujet. Certainement au niveau de la CEDEAO, nous allons travailler ensemble pour que les projets régionaux soient privilégiés et que le désenclavement soit effectif pour assurer un commerce intracommunautaire favorable, mais aussi pour augmenter le commerce entre nos pays et surtout l'intégration. Les responsables de China Road and Bridge Corporation sont fiers d'accueillir le président Macky Sall sur ce site. Une nouvelle fois, ils disent leur bonheur d'accompagner la mise en œuvre du plan Sénégal émergent à travers l'autoroute Ila Touba. La CRPC est honorée et fière d'être l'entrepreneur du projet d'autoroute à péage Thiès-Touba, le Ila Touba. Ce grand projet est une partie indispensable du réseau autoroutier rayonnant du Sénégal et jouera un rôle important pour promouvoir considérablement le développement économique du pays. Étant une entreprise d'État consciente de l'obligation d'accompagner le gouvernement sénégal pour l'essor économique et social, le CRPC a l'ambition de devenir un partenaire stratégique du gouvernement sénégal. Cette visite de chantier révèle la dimension d'un président qui milite pour le développement de l'Afrique. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il va au G20 en Chine après Nairobi. Autant dire que le lien est déjà fait. Un cadre macroéconomique stable, un taux de croissance qui va continuer à augmenter, c'est la conclusion des consultations du FMI pour 2016. C'est au titre de l'article 4 et de la 3e revue de l'instrument de soutien à la politique économique du Sénégal. La mission qui a séjourné à Dakar du 17 au 30 août a fait face à la presse ce mardi à Ramnao. Deux qualificatifs rassurants pour la situation économique du pays. Stable pour le cadre macroéconomique, robuste pour la croissance qui sera maintenue selon le FMI à un taux élevé dépassant les 6%. Dans ce contexte, c'est encourageant de voir une grande amélioration de la balance des paiements, avec le compte courant qui maintenant est projeté avec un déficit de seulement environ 6,5%. Mais ce qui est surtout encourageant, c'est que ce résultat n'est pas seulement le résultat de la baisse du coût des matières premières, en particulier le pétrole, mais qu'on commence aussi à voir une augmentation des exportations. Donc, en résumé, tout va très bien pour le court terme. Pour le moyen terme, le gouvernement est conscient de ce qu'il doit faire et a commencé des actions importantes pour s'assurer que ce qui est nécessaire sera fait. Mais maintenant, il faut que ça se fasse. Le niveau des recettes est également jugé satisfaisant car respectant les critères de l'UEMOA. Idem pour les taxes, même s'il faut s'assurer que tout le monde paie ses impôts et que les financements arrivent à temps. Comme vous savez, le Sénégal est le seul pays de l'UEMOA et parmi un petit peloton de pays en Afrique qui ont une notation du Fonds monétaire que les risques de crise de la dette sont faibles. Et c'est un statut qu'il faut jalousement préserver et que le gouvernement est déterminé à préserver. Et ça explique un peu les actions que le gouvernement est en train de faire pour pouvoir en même temps financer le PSE et maintenir cette notation. Le FMI ne se limitera pas à donner des conseils. Nous sommes prêts à jouer notre rôle, à continuer à aider l'État sénégalais. Et les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de l'article 4, c'est comment nous pouvons aider l'État sénégalais dans les réformes qui sont à mettre en place pour que le Sénégal puisse continuer cette course de fond et arriver à l'émergence. Et nous pensons que le Sénégal peut continuer à maintenir sa réputation, que ce soit sur le plan régional ou sur les marchés internationaux, en continuant cette discipline au niveau gestion macroéconomique qu'elle a actuellement. Le Sénégal maîtrise donc son déficit budgétaire et arrive à contenir l'inflation.
Les perspectives de croissance sont bonnes à la faveur d'une industrie et d'une agriculture dynamique. Les suggestions: accélérer les réformes, promouvoir le secteur privé et améliorer l'environnement des affaires. Alphabétisation des jeunes et des adultes. Le Sénégal remporte le prix international UNESCO Confucius 2016 pour ses initiatives porteuses. Ces distinctions honorifiques sera remise aux autorités sénégalaises à Paris les 7 et 8 septembre prochains. En prélude à cette cérémonie, les acteurs en charge du sous-secteur étaient face à la presse pour témoigner de reconnaissance à l'UNESCO et au gouvernement du Sénégal. Pape Kolingom. Malgré les ressources insuffisantes allouées au sous-secteur de l'alphabétisation, des performances énormes et encourageantes ont été réalisées ces dernières années, ce qui a valu à notre pays d'être récompensé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le Sénégal a une longue expérience de l'alphabétisation et du développement des langues nationales, mais malheureusement, jusque-là, on n'a jamais bénéficié de prix de ce genre. Donc je crois que c'est avec beaucoup d'honneur que toute la tutelle, je dis même tout le Sénégal l'a recueilli. Donc nous en réjouissons beaucoup. Au Sénégal, beaucoup d'innovations ont été apportées dans le sous-secteur de l'alphabétisation. On a un programme très innovant qui capitalise beaucoup d'expériences qui ont été développées, des expériences sur la santé de la nutrition, sur la sécurité alimentaire, sur l'éducation des jeunes filles et des femmes intégrant l'éthique, sur l'articulation formation professionnelle et alphabétisation. Donc c'est l'ensemble de ces initiatives que aussi bien nous, l'État, que la société civile a développé, que nous avons mis ensemble pour avoir une mayonnaise qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce prix. Avec un taux d'analphabétisme de plus de 54%, le Sénégal a encore des efforts à faire dans ce domaine. C'est pourquoi les acteurs se sont fixés un nouveau défi: alphabétiser d'ici 3 ans 1,8 million de Sénégalais. Première perspective, c'est ce que nous avons dans le PAS, le programme d'accélération de l'alphabétisation du Sénégal. Ça dit que d'alphabétiser 1 800 000 personnes en 3 ans. L'autre défi, qui est lié au premier, c'est la mobilisation des ressources. Je crois qu'avec ce prix, aussi bien l'État que les partenaires techniques et financiers doivent davantage encore se mobiliser pour l'alphabétisation et nous les attendons. Nous lançons un appel, mais je suis sûr qu'ils viendront. Ce prix international UNESCO Confucius décerné au Sénégal est constitué d'un diplôme, d'une médaille et d'un chèque de 12 millions de francs CFA. Plus qu'un couronnement d'efforts, c'est plutôt un encouragement pour aller de l'avant. Il y a des opportunités et il y a des financements disponibles. Propos du ministre de la Jeunesse à Bignona, où il présidait un forum sur l'emploi dans le cadre des vacances citoyennes. Ibrahim Andang. À Bignona, la caravane des vacances citoyennes a droit à un accueil des grands jours. Des masques se sont surpassés pour souhaiter la bienvenue au ministre et sa délégation. Ici, le ministre est venu participer au forum de l'emploi organisé au profit des jeunes du département. La jeunesse comme statut n'est qu'une tranche d'âge et une phase de transition. Prise comme ressource, elle doit par ses ambitions et ses bras valides constituer le fer de lance du développement économique de la nation. Les vacances citoyennes constituent un de ces moments forts que nous devons saisir pour montrer à travers la frange la plus sensible de notre population, c'est-à-dire la jeunesse, que nous sommes capables à des moments précis de dépasser nos petites différences pour nous organiser autour des symboles et des activités de la République. Un moment d'échange et de partage, l'occasion pour les autorités de s'adresser au ministre. Ma première interrogation est la suivante. Qu'avez-vous amené dans vos valises pour la jeunesse du département de Bignona? En réalité, je n'ai rien ramené, je viens rappeler ce qui existe pour Bignona. Pour le département de Bignona, depuis 2 ans, on doit réhabiliter le centre de Djirina pour 700 millions. Pour le département de Bignona, il y a 4 fermes agricoles pour 500 millions. On n'a pas encore reçu de projet concernant des fermes. Il y a 500 millions qui sont là depuis 1 an, destinés exclusivement à financer 4 fermes, que ce soit 24 hectares, 50 hectares ou 200 hectares, dédiés exclusivement aux jeunes et aux femmes, mais on n'a pas encore reçu de projet. Donc si la terre est disponible, l'eau disponible,
des chômeurs avec des bras valises, le gouvernement a mis 200 millions pour Bignona depuis 1 an et demi. Devant l'assistance, le ministre est aussi revenu sur les efforts au quotidien consentis par le gouvernement pour le bien-être des populations. À ces milliers de jeunes, on demande d'être entrepreneurs. Parce que quand même, ils ont des niveaux d'études qui leur permettent d'analyser et de concevoir. Soit dans l'agrobusiness, soit dans les fournitures de services. À ces jeunes-là, le président de la République dit on met des financements. On crée le FONGIP pour garantir ces financements. On crée l'ANPEJ pour aider les jeunes à démarrer. On crée le PAPEJ pour favoriser l'agrobusiness. Avec d'autres stratégies qui prennent en compte aussi l'emploi des jeunes. On ne parle pas du braquage. Il y a combien de jeunes qui sont dans la production de riz? Des chaînes de valeur. De la production à la transformation jusqu'à la commercialisation. Mais le problème auquel on est confronté, c'est que les jeunes ne sont pas suffisamment mobilisés. Ce forum a été aussi une occasion pour l'ANPEJ d'installer des stands, une manière de sensibiliser davantage les jeunes sur les opportunités qui s'offrent à eux. Diène Farbassar annonce des mesures conjoncturelles pour lutter contre les inondations à Ziguinchor. En tournée dans la région, le ministre du Renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie s'est rendu sur certains points critiques. Il a recueilli les préoccupations des populations. Moussa Mané. C'est sous un ciel clément que la tournée a démarré. Première étape, Périssac, où le canal est bouché par des ordures ménagères. Ensuite, cap sur le pont de Colobane, un collecteur des eaux de ruissellement venant du plateau de Lindiane. En amont du quartier, le ministre et son équipe ont pu constater l'étendue du canal du Petit Pont, avec un ravinement aigu. Ce jeune garçon peut librement s'y pavaner, mais en temps de pluie, c'est sa vie qui est en jeu. Pour dire simplement que la menace est réelle pour les populations riveraines. Il y a de cela 6 ans qu'on a un problème d'assainissement ici au niveau de du quartier de Lindiane, Guiringon. Les enfants n'arrivent même pas à sortir quand il pleut. Parce que tous les eaux de ruissellement de la ville convergent vers nos quartiers. Et aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait ici par la mairie de Ziguinchor au niveau des Pabas. Ils ont ouvert des caniveaux qui mènent directement vers les maisons des âges. Et aujourd'hui, les âges sont vraiment fatigués. Les maisons sont tombées et on demande vraiment au ministre de nous venir en aide. Nous ne sommes pas venus pour faire des promesses. Nous sommes passés dans quel quartier et les entreprises vont commencer à partir de demain à travailler. Donc nous ne sommes pas là vraiment pour faire des observations statiques, mais des observations dynamiques. Autre étape, le quartier Kansaoudi. Ici, l'ouvrage construit n'a pas donné les résultats attendus. Les eaux pluviales débordent dans les maisons. C'est le cas aussi au quartier Belfort. Quand il pleut, l'accès est souvent difficile pour les populations. La visite du ministre sonne comme un soulagement. Nous préconisons à court terme que le ministre nous aide d'abord pour le canal, que le canal soit agrandi, ensuite complètement, qu'on le ferme. Parce qu'il y a des cas de noyade, des cas de décès, etc. qui se répètent au fil des années. Mais aussi, nous lui demandons de nous aider avec les routes pour les pavés, etc. Ça dépend des techniciens, qu'on nous fasse des routes avec de petits canaux qui sont orientés vers le Grand Canal, pour qu'on, juste après la fin des pluies, que les eaux puissent être évacuées vers le Grand Canal. Au stade Aline Sitoé Diatta, les responsables ont profité de la venue du ministre pour exposer la situation à l'entrée. Il nous faut trouver des solutions pour l'accessibilité dans le stade. On patauge jusqu'au niveau des genoux. Quand il pleut, ce n'est pas intéressant. Donc, c'est vraiment avec joie qu'on reçoit le ministre de l'urbanisme qui va nous accompagner pour qu'on puisse avoir des solutions ponctuelles. Entrepôt PAM, Boudodi, au total ce sont 11 points identifiés par le comité régional de gestion des inondations qui ont été visités. On vient de terminer le curage dans les quartiers. Par contre, il fallait montrer certains points au ministre et ça impacte donc tout de suite le ministère chargé donc des inondations. Et certains points également, surtout sur les bas-fonds, où on a été, on a visité, on a vu aussi certains comportements lamentables des populations. N'est-ce pas qu'après curage, on dirait qu'on n'a même pas curé. Tout de suite, ils déversent les ordures dans les canaux. Les problèmes identifiés sont variés. Ils vont de l'obstruction des canaux à l'habitation dans des endroits critiques. Devant l'urgence, les solutions sont d'ordre conjoncturel. C'est des curages des caniveaux, créer des digues et des diguettes, parfois donc extraver des bassins pour permettre quand même d'avoir un stock, un volume d'eau stockée plus grand.
Tout cela sont des solutions conjoncturelles. Nous sommes venus avec une entreprise adjudicataire qui a eu son marché et à chaque fois que des problèmes sont identifiés, mes techniciens cherchent des solutions techniques. Pour lutter contre les inondations, le ministre précise que l'État a injecté 112 milliards à ce jour. Toutefois, il a bon espoir que la situation des inondations sera bientôt maîtrisée ici à Ziguinchor. Campagne agricole. À Louga, la pause pluviométrique n'a pas eu des effets négatifs sur le développement des cultures. Le niébé, principale spéculation, suit une bonne évolution et les producteurs espèrent de bons rendements. Tierno Ramodoussi. À Louga, capitale du Ndiambour, nous avons rendez-vous ici avec le directeur régional du développement rural. Il nous conduit au champ. Ce matin, Jean-Paul Pamboki évalue l'évolution des cultures. Actuellement, il y a certaines parcelles qui sont déjà en floraison, d'autres dans la formation des boutons floraux. Donc les cultures se comportent bien. Bien que la semaine dernière, il y avait eu des pauses pluviométriques, mais ça n'a pas affecté la culture. Les espèces cultivées évoluent malgré la pause pluviométrique observée dans la région. Pour cet ingénieur agronome qui travaille pour l'État depuis 26 ans, il y a de l'espoir pour de bons rendements. Il y a 6 postes sur 22 qui sont excédentaires. Mais ce déficit n'a pas affecté les cultures. Vous voyez, le développement est correct. Bien que peut-être de temps en temps on reçoit une pluie dans la semaine. À Louga, la culture vedette, c'est le niébé. En 2015, 43 000 tonnes ont été collectées. La région est première au Sénégal avec 52% de la production nationale. Cette année encore, vu l'évolution de la campagne, le Ndiambour sera en tête. Le point sur la campagne agricole, toujours la culture de l'oseille, facteur de promotion économique. Les femmes de Niakhène, dans le département de Malem-Hodar, en sont convaincus. Elles exploitent près de 100 hectares d'oseille par an et font des revenus conséquents. Seulement, voilà, des difficultés liées à leurs conditions de femmes. Entre autres, l'accès à la terre plombe leur marche vers l'autonomie. Dans le terroir agraire de Niakhène, département de Malem-Hodar, le vert de l'espoir domine le paysage. À vue d'œil, l'on remarque un développement étagé des cultures. Mais elles sont toutes spéculations confondues en bonne voie. Ce qui est intéressant, c'est que les réserves hydriques sont bien entretenues, ce qui fait qu'on ne constate pas de stress hydrique au niveau des plantes. Toutes les plantes se portent bien. Il y a une bonne répartition de la pluviométrie dans le temps et dans l'espace, comme on peut le voir. On constate que cette année, on a plus de 200 mm de pluie d'excédent au niveau de Malem. Ce matin, nous allons à la rencontre d'un groupement de femmes qui a une longue tradition de culture d'oseille. C'est l'ancienne ministre Ndioro Ndiaye qui nous avait recommandé la culture de l'oseille. Depuis, nous l'avons adoptée. Ndoumbe Diop et compagnie ne font pas l'oseille que par pure tradition, mais pour son intérêt économique. Exemple éloquent, en 2015, les épargnes individuelles sont allées pour certaines jusqu'à 350 000 francs CFA. Pour le GPF, c'est 1 500 000 francs CFA qui est déposé à la mutuelle. Les revenus du groupement servent au fonctionnement, aux semences et aux engrais. Les épargnes individuelles sont destinées aux besoins comme l'éducation et la santé des enfants. L'oseille est plus rentable que l'arachide. Pendant le ramadan, non seulement nous faisons du profit, mais nous en avons pour la boisson de la famille. Et puis, nous avons beaucoup de petits problèmes sociaux qu'on ne peut pas demander à nos maris. Taku Liguey de Niakhène et les groupements des 7 villages concernés peuvent et veulent mieux faire. Sauf que les freins ne manquent pas. Ils ont pour nom l'accès à la terre et le manque de matériel
entre autres. Les 90 hectares que nous exploitons, nous les avons loués et payons les propriétaires terriens. Aussi, les hommes ne nous cèdent le matériel qu'après avoir fini leurs travaux. Cela nous retarde beaucoup dans le travail. Pour ne pas retarder davantage le travail de Ndoumbe Diop et ses braves, nous poursuivons notre randonnée pour d'autres localités et d'autres expériences agricoles. Gestion du cheptel, l'association des maires du Sénégal en partenariat avec l'ONG IFER International ont organisé un atelier national de formation sur le passage du don. À travers cette démarche, l'AMS compte accompagner l'État du Sénégal pour atteindre l'autosuffisance en moutons. Aminata Benfal. Pour répondre à une demande de plus en plus forte en moutons, particulièrement en période de haute consommation comme la Tabaski, l'État du Sénégal a lancé le programme d'autosuffisance en moutons, PRONAM. Ainsi, l'AMS, en collaboration avec l'ONG IFER International, accompagne ce projet à travers la méthodologie de passage du don. Il s'agit de 12 piliers qui résultent d'une interaction entre acteurs provenant des 5 continents afin de conférer à nos principes un caractère universel. Nous avons jugé fondamental de démarrer par cette rencontre avec les leaders de l'AMS et les autres acteurs du processus, non seulement pour partager les principes majeurs de l'intervention, mais également pour planifier dans commun accord les prochaines étapes et nous inscrire ainsi de manière concrète dans la trajectoire vers l'atteinte des objectifs définis par le gouvernement du Sénégal. L'élevage des petits ruminants constitue l'une des activités majeures des ménages en milieu rural. Ainsi, l'objectif du projet était au départ de lutter contre la pauvreté et la malnutrition, 2 axes d'intervention du USAID et Adjanda. En optant pour le placement et le passage d'animaux, le projet visait premièrement la lutte contre la malnutrition. Le deuxième élément contre lequel le placement et le passage d'animaux étaient censés lutter, dans le cadre de notre intervention, c'est la lutte contre la pauvreté. À travers l'initiative des maires du Sénégal pour une autosuffisance en moutons, l'AMS a déjà mobilisé d'importantes ressources pour accompagner les efforts de l'État. Dans sa phase expérimentale, 131 maires s'étaient déjà engagés et ont dû mobiliser sur leurs ressources près de 315 millions francs CFA. Cette initiative a suscité un vif intérêt de la part de plusieurs acteurs qui sont venus nous apporter leur soutien et leur collaboration. Cette situation intervient dans un contexte économique et social marqué par la ferveur de la préparation de la Tabaski qui constitue une très grande préoccupation pour les autorités et pour les populations sénégalaises. Aussi, voudrais-je remercier bien vivement M. Aliou Sall, président de l'Association des maires du Sénégal, d'avoir marqué de fort belle manière l'intérêt que les maires du Sénégal portent à la satisfaction des besoins des populations de notre pays en animaux et produits d'origine animale. La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a prévu une enveloppe de 2 milliards de francs CFA pour soutenir ce projet. Cet atelier a été également marqué par la signature d'une convention entre l'AMS et l'ONG IFER International. IFER International et l'AMS qui ont donc organisé un atelier national de formation sur le passage du don. À l'occasion de cette rencontre, le ministre de l'Élevage a apporté des précisions sur une éventuelle pénurie de moutons pour la Tabaski. J'ai l'habitude de dire à chaque fois que nous nous approchons de la Tabaski qu'il nous faut attendre les 10 derniers jours pour savoir quelles sont les disponibilités qui existent au niveau national et également par rapport aux importations, si oui ou non il y aura une pénurie. Et nous avons également l'habitude de poser des questions aux gros éleveurs, on les appelle d'ailleurs les gros porteurs, qui sont les grands importateurs de moutons. C'est eux qui peuvent nous dire à chaque fois, madame, il y aura une pénurie, il n'y aura pas de pénurie. À ce jour, ils me disent qu'il n'y aura pas de pénurie. Je voudrais également dire que pour ce qui concerne ces risques qui ont été annoncés, parce qu'ils m'ont entendu à Kahone parler de la disponibilité que nous avons trouvée à Kahone. J'avais trouvé qu'à Kahone, il y avait 59 camions l'année dernière.
alors qu'à la même période, avant-hier, il n'y avait que 9. Mais avant qu'on quitte, nous avons trouvé 17 camions qui étaient là, alignés, qui devaient descendre des moutons. Et je vais vous dire le pourquoi de ce retard au niveau de Kahone, parce que nous avons des zones d'attente. C'est-à-dire que quand les camions quittent le Mali ou quittent même l'intérieur du Sénégal, ils restent au niveau de certaines zones en attendant de pouvoir intégrer les grands marchés comme Dakar, les grands marchés comme Kaolack et autres. Pourquoi ils s'arrêtent? Parce que simplement, la période de la Tabaski tombe depuis en tout cas 4 ans ou 5 ans sur l'hivernage. Il y a de l'herbe partout, il y a des pâturages et les gens préfèrent rester dans les pâturages avant de venir sur Dakar. En général, c'est une semaine avant la Tabaski qu'il y a le grand rush au niveau de Dakar. Tous les acteurs qui ont fait le déplacement avec le PDIDAS à Madagascar saluent la qualité et la pertinence des outils mis en place pour gérer le foncier dans l'île. L'aspect genre a été aussi pris en compte dans la réforme foncière de 2005 à Madagascar. Le Sénégal compte tirer pleinement profit de cette expérience. Hamidou Diop. L'approche participative a permis à Madagascar de réussir sa réforme foncière en 2005. Aujourd'hui, l'accès aux terres est garanti particulièrement aux femmes et aux jeunes. L'avenir de demain, ce sont les jeunes. Il faut s'appuyer aussi sur les femmes pour le développement et c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Au niveau des services déconcentrés, nous avons vu que dans les différents services et même dans la mise en œuvre des activités, il y a l'implication des femmes et des jeunes. Au niveau des guichets fonciers aussi, la plupart des guichets fonciers sont gérés par des femmes. Ce voyage d'études initié par le PDIDAS est une expérience de plus pour le Sénégal qui a pour objectif la sécurisation foncière. Dans le cadre de la mise en œuvre du PDIDAS, nous allons beaucoup mettre l'accent sur la communication, la concertation, les dialogues, justement pour amener tous les acteurs à adhérer aux outils de réforme foncière au Sénégal. Principalement le bail et le sous-bail. Plusieurs acteurs sont venus échanger avec les autorités malgaches sur le foncier et des enseignements clairs ont été tirés. Ces outils qui ont fait leur preuve ici peuvent être dupliqués au Sénégal. La question foncière est cruciale, importante dans nos pays. Donc si nous arrivons à mettre le maximum d'acteurs en symbiose pour discuter et arriver à des consensus forts, je crois que c'est une bonne chose. Dans cette délégation où on avait vraiment une diversité de structures, depuis les acteurs en charge de la réforme foncière jusqu'à ceux qui sont au niveau opérationnel et même la société civile qui est impliquée, les maires des communes pilotes du PDIDAS qui sont présents. Ce qui l'explique, c'est qu'on est venu en voyage d'études pour apprendre. Et il ne faudrait pas que ceux qui sont venus ne soient en déphasage avec ceux avec qui on va travailler. La réforme foncière initiée au Sénégal vise à répondre aux besoins de développement et de cohésion sociale. 70 millions de dollars pour l'appui budgétaire général et l'assistance technique au PSE. Le ministre canadien du Développement international et de la francophonie a annoncé ces projets de développement dans notre pays. Elle présidait la revue annuelle du programme bilatéral de coopération du Canada avec le Sénégal. Fanta Badji. Pour sa première sortie officielle en Afrique, Marie-Claude Bibeau, ministre canadien du Développement international et de la francophonie, a annoncé d'ambitieux projets de développement avec d'importants financements destinés à accompagner le PSE. Le Canada s'engage à verser au budget général du Sénégal 50 millions de dollars sur 5 ans en appui au plan Sénégal émergent et une somme supplémentaire de 20 millions de dollars à un programme connexe d'assistance technique. Le Sénégal, modèle de bonne gouvernance pour le Canada, bénéficie du Fonds canadien depuis 1962. Et au cours des 2 dernières années, l'aide au développement en faveur du Sénégal a connu une hausse considérable. Votre pays a investi 1,8 milliard de dollars canadiens, soit environ 810 milliards de francs CFA d'aide au développement en faveur du Sénégal. Entre 2014 et 2016, les engagements canadiens au Sénégal sont passés de 59 millions de dollars, soit environ 27 milliards de francs CFA, à 72 milliards de dollars canadiens, soit environ 33 milliards de francs CFA, ce qui représente une hausse de 23%. Agriculture, éducation, santé, sécurité et bonne gouvernance, des domaines d'intervention prioritaires de la coopération bilatérale.